Et en 5 matchs, je mets 4 buts, je pars à Lorient, quoi. On m'a souvent dit, ouais, Jimmy, t'es très petit, physiquement ça va être dur. Peu importe où je suis passé, avec le temps, j'ai toujours réussi à hausser mon niveau. Avec mon côté compétiteur et exigeant, m'a rendu trop fermé sur le foot. C'est pour ça que vous battiez personne à 3 aussi. Strasbourg, tu crois que vous avez battu qui, frère? Ah, ça, chaque fois que vous venez à 3, on vous tapez quand t'as J'ai arrêté. jamais eu un match aussi facile que d'aller jouer au Stade de L'Eau, d'aller jouer à 3. C'était tellement simple. Écoute. La famille BMC, c'est comment? Eh oui, je suis bien accompagné. Aujourd'hui, il est de retour. Mais c'est pas lui l'invité. Aujourd'hui, on a un invité fraîchement retraité, mais la tête bien pleine, croyez-moi. Quelqu'un qui est prêt pour son après-carrière. Il a eu des blessures. Il était super énergique. En tout cas, restez branchés. Ça va être un épisode plein d'énergie. On est ensemble. Ballon, main, corps. Let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Je vais vous dire la vérité. Tout est bleu vêtu aujourd'hui sur le sol londonien à London, UK. Friandise, d'habitude. Toi, je m'en fous de toi là-bas. Friandise, c'est comment? Ça dit quoi? Écoute, ça fait plaisir d'être ici. Hein. Enfin. Ça fait longtemps, ça fait combien de temps Ça fait que t'es pas venu à Londres? Ouais, ça fait un an ou deux. Un an ou deux que t'es pas venu à Londres. Ah bah, content d'être ici. Hein. Là, voilà, là, je découvre le setup professionnel du dictateur. À moins des lumières derrière, on dirait, on est sur Amazon, mon gars. C'est incroyable. Non, bah, content d'être ici. Je profite de ma semaine MIP pour faire un crochet à la maison. Donc, c'est bien. On va pouvoir enregistrer dans des bonnes conditions, là. Très bonnes conditions. Il a mis la veste qui va avec. La veste Corporate Ricky. Corporate Ricky, c'est semaine corporate. C'est pas les survêtements de Versailles cette semaine. Non, là, franchement, là, je sors du cours, là. Je sors du cours. J'ai pris le premier Uber pour arriver à l'heure, pour bien enregistrer. Et voilà, je me suis pas changé. Hein, donc, on profite de la tenue. Mais raconte, en plus d'être exécutif, mon gars, tu fais visiter des stades en direct sur Instagram. Franchement, pour tous les gens des réseaux, suivez Ricky. Parce que là, c'est en immersion dans les stades londoniens. Hey, il a fait de la concurrence à Stadito. J'avoue, non, franchement, là, hier, on a fait le stade de Tottenham. Franchement, j'ai jamais vu ça. Franchement, en 18 ans de carrière, j'en ai fait des stades. Hein. Mais celui-là, bon, j'attends de faire celui de Madrid, Bernabéu. On attend celui de Barça qui arrive aussi, du Barça. Mais franchement, Tottenham, c'est quelque chose. Hein. Pourtant, moi, je ne suis pas forcément enthousiasmé. Bon, un stade, c'est beau, c'est bien. Bon, ça reste un outil. Mais là, franchement, c'est fort. Très, très fort. Et donc, du coup, j'ai fait 2-3 photos. Instantanément, j'ai eu pas mal de messages. Ouais, montre-nous, c'est comment, et les vestiaires, et ça, et si. Bah, du coup, j'ai fait le touriste. Hein. Ah, ça fait plaisir. Hein. Vidéo sur vidéo. J'ai fait partager au plus grand nombre, pardon. Mais non, c'était bien. Franchement, chanceux, Seb, d'être. J'y suis souvent et sincèrement, j'y suis souvent. C'est vrai qu'on oublie, mais des fois, c'est de la folie. Donc, j'étais content qu'il ait pu partager, tu vois, notre petit quotidien comme ça. C'était pas mal. Non, j'avoue, c'est pas l'Emirates. L'Emirates, c'est pas. Sans faire le rageux, hein. L'Emirates, c'est vite fait. Non, ouais, c'est vrai. Franchement, c'est pour ça que je te dis ça. L'Emirates, c'est même décevant. Enfin, c'est un beau stade. Mais c'est pas. Mais tu sais que après, on passe à toi et le professeur, mais tu sais que quand le Tottenham Hotspur Stadium il a été créé, au niveau de la capacité, il a été créé à 100 places de plus. 1000 places de 1000 plus. places de plus que l'Emirates, exprès juste par rapport à la rivalité North London Derby. Pour le dépasser, ouais. Pour le dépasser. Donc, exécutif Ricky. Par contre, bon, pour finir, excuse-moi, pardon aussi à l'invité, mais pour finir, on a fait un tour, Stadium Tour, tout ça. Il y en a un, salopard, il dit quoi? Il dit. Elle est où la salle de bon. Ouais, voilà, tu connais la fameuse blague. Bon, c'est bien, le vestiaire NFL, 62 000 places, genre les écrans solaires de je sais pas quoi. Le mec, il dit, bon, bah sinon, votre salle de trophée, elle est où, tout ça? Le mec, il était vénère, le mec qui présentait le stade, il était dégoûté. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous deux qui êtes dans l'exécutif, aujourd'hui, Tottenham, c'est le business football qui n'est pas florissant, mais autour, le business du club, l'industrie Tottenham, à tous les autres niveaux, ils sont au max. Après, tu vois, c'est un choix, mais bon, c'est sûr que pour les fans, c'est... Ah, mon frère, football pitch is still the core business, mon gars. Je sais pas si c'est celui qui leur rapporte le plus d'oseille. Ouais, mais quand même. Même le pitch, ça reste le core business, mon gars. C'est le plus important. On en parlera. Bon, bref. Etienne, ça dit quoi?
J'ai carrément envie de continuer cette discussion business, mais c'est pas à l'ordre du jour parce que je fais un grand salut à Alternative Football, un podcast ami qui en parle justement. Ouais. Et le plus gros dossier de toutes les plus grandes réunions, de tous les plus grands sommets football, c'est la fan expérience. Et du coup, comme tu as dit Seb, et ce que tu as très bien résumé sciemment ou pas, c'est que maintenant les clubs, ils sont autant sur la performance football et c'est beaucoup plus facile de vendre le produit quand le football ça va. Mais l'expérience fan et le fait que les fans viennent au stade régulièrement et consomment dans ton stade, c'est l'une des sources de revenus les plus importantes et c'est un angle qui est hyper important. Et nous, Atlanta, on y est exposé. Parce que Ricky, tu parles des grands stades européens, mais le stade d'Atlanta, il va te couper le souffle. Mais c'est un autre sujet, naturellement. Moi, en parlant d'endroits iconiques, parce que le retour à Atlanta sous, ça y est, les températures normales, tu sais, les 20 degrés en février, les enfants en short t-shirt, ça, c'est juste un petit partage comme ça. J'ai eu la chance de visiter Google Atlanta avec un ami français qui bosse là-bas. Et waouh, c'était une expérience aussi. C'était vraiment une expérience aussi. Le tout pour l'employé, la culture du je m'occupe bien de mes employés et en même temps le corporate America coupe-gorge. Les gens qui se connaissent pas, qui se croisent dans les ascenseurs, que des coups de badge et tout machin. C'était très intéressant, vraiment très intéressant, avec un mercato qui régale aussi la fin du mercato. Aux États-Unis, ça continue. Bref, franchement, c'était une semaine intéressante à bien des égards. Moi, toujours dans ma jeune retraite, donc on soigne les symptômes. Donc on prend le temps, des conversations, mais toujours en stand-by, statu quo. Et puis content de recevoir notre invité qui est formé dans l'un des berceaux qui m'ont été très chers. Mais bon, en attendant London, qu'est-ce qui se passe, Seb, avant qu'on déroule? Non, ce qui se passe, il se passe rien de spécial. Il se passe que j'ai pris un body shot à la boxe. Ma côte, je te dis la vérité, là, depuis tout à l'heure, je suis pas bien. Garde-toi. Comme je fais le boxeur, là. Il est en souffrance, là. Franchement, je fais le boxeur, je suis là, tout le monde me voit. Oh, tu vas combattre. Ouais, je vais. Mais là, hier, sparring, j'ai pris un body shot. Ça m'a coupé le souffle. J'ai la côte, elle est en feu. Donc, le reste, là, c'est pas important. Toutes mes douleurs, hanches, genoux, tout ce que tu veux, là, en ce moment, là, celle qui me touche. En plus, la côte, quand tu dors, je sais pas si vous vous rappelez, je m'étais fracturé ma dernière année à Toronto, la côte, là, et c'était tout en bas, là. Et dès que tu bouges, dès que tu dors, il n'y a pas un moment où on te laisse du répit avec la côte. Donc, force à toi. Hier, je voulais t'appeler direct, dire Q, je fais quoi? Parce que je sais que tu t'es fracturé la côte. Je souffre, c'est tout. Je me suis jamais fracturé. Il n'y a rien à faire. Je me suis la fait beaucoup de côte, choses. là, Hein. la Take côte, it in. c'est super douloureux. Ah ouais, super je me suis fait douloureux. beaucoup de choses. Mais là, donc, à part ça, non, London, ça va. Non, la semaine prochaine, Ligue des Champions en ce moment, c'était bien. Bernabeu, on a fait plein de choses. Et, bah du coup, Bernabeu ou Spurs? le truc, c'est que j'ai pas vu le stade Bernabeu comme je connais celui des Spurs à tous les niveaux. Parce que celui des Spurs, il y a plein de trucs. Mais dans juste le stade comme ça, ça se tape, hein, parce que le nouveau Bernabeu, il est extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est la vérité, ouais. Il est extraordinaire. Ok. Donc, à voir. Mais, ceci étant dit, nous, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce que Ricky, tu vois, il a eu des obligations. Donc, je demande pardon à notre invité, parce que, tu vois, c'est la réunion de famille hebdomadaire, et nous, on a tendance à beaucoup bavarder. Mais aujourd'hui, déjà, on remercie notre invité pour t'introduire. Notre invité, on est tous des retraités aujourd'hui, jeunes retraités, très jeunes retraités du football. Et comment j'aimerais t'appeler? J'aimerais t'introduire comme un penseur du football. Un penseur, quelqu'un qui aime le jeu, qui aime discuter du jeu, qui vit le jeu. Et ma question est, est-ce que tu penses football? En tout cas, pour mesdames et messieurs, pour accueillir un nouvel invité dans la réunion de famille hebdomadaire, monsieur avec une belle barbe, ça se tape avec Quentin au niveau de la barbe, monsieur Jimmy Cabot, s'il vous plaît. Pour répondre à la question, écoutez, ouais, j'ai eu différentes phases mentales, on va dire, ces derniers temps. Là, je me tends du coup vers la pensée. On va dire que j'étais plus kiné là sur les 2 dernières années que grand penseur, mais ouais, on s'y oriente tout doucement. Hein, ravi sinon d'être avec vous pour échanger. Jimmy, comment ça va? Raconte-nous comment ça va, où est-ce que t'es, tu fais quoi? Et ouais, comment ça va? Alors, je suis à Arras, on n'est pas sur des très grandes villes, hein. Je suis pas à Londres ni à Atlanta, mais on est bien là dans notre petite ville, cosy, il y a des petites places, 2-3 restaurants. On connaît Arras, t'inquiète pas, on connaît Arras. Ouais, on est à Benoît proximité. Souekoto. Ouais.
On est à proximité de Paris là pour échanger football sur deux trois plateaux là, expliquer un peu la situation. Voilà. Bon après les croisés, hein, comme pas mal de footballeurs jusque-là, c'est pas une fatalité comme j'avais pu dire, mais ouais, j'ai eu pas mal de complications. J'avais eu une opération déjà très jeune des ménisques à l'époque de 3, donc vraiment très début de carrière. Donc forcément une exposition sur les genoux qui était déjà assez importante durant la carrière. Et puis là, avec ces croisés, j'ai eu pas mal de complications, des phases à gérer ouais, plus ou moins complexes, avec une algodystrophie, donc une réaction post-traumatique où j'ai eu des gonflements, des sauts de chaleur, c'est-à-dire que le soir, tu as des sensations vraiment de mal-être, le matin pareil. Je pouvais passer des journées à marcher, je sais pas, 30 minutes et vraiment pas être bien le soir, quoi. Donc, comme vous le savez, en parallèle avec l'intensité que demandent les entraînements au quotidien et la forme que ça demande, bah voilà, ça faisait pas bon ménage. J'ai eu des motifs d'espoir, j'ai eu des retours, des lavages articulaires qui m'ont fait plus ou moins de bien. Mais la finalité sur une, 2 semaines était toujours la même. Ça regonflait, c'était compliqué. Donc voilà, 2 ans de travail, enfin 2 ans minimum, mais en tout cas là, 2 ans intenses à faire beaucoup de soins, beaucoup de travail, beaucoup de réa, beaucoup de 2-3 jours avec, sur le terrain, 2-3 jours en soins. Et voilà, le même circuit, pas très très excitant pendant ces 2 dernières années. Donc beaucoup de frustration, et puis voilà, limite. Tellement souffert de ces 2 ans et surtout de la première année là où on fait deuxième, c'était une année extraordinaire où il y avait beaucoup de frustration Mhm. de pas être sur le terrain avec beaucoup d'attentes. Moi quand même quand j'arrive à Lens, j'ai pu goûter un peu à la Marek, à cette ambiance et à ce niveau-là et puis ouais beaucoup de frustration derrière, mais c'était limite une libération moi de pouvoir l'annoncer là au final. Je suis à quoi? Ouais, ça fait un mois là que je l'ai annoncé et ouais, c'est pas mon plus mauvais mois quoi. Les gens le savent, j'ai plus à dissimuler le fait que bah c'est pas très que le diagnostic est pas très enthousiasmant donc voilà. Mais là ça va, je suis plutôt enthousiaste pour la suite. Moi on est forcément dans une phase un peu plus calme. Je vois un peu les options. Je fais un master là en management du sport, donc je développe aussi mon expertise, on va dire de manière générale sur le côté un peu plus je sais pas, structure entreprise, club et tout du football, mais voilà, sinon j'échange sur ce que je connais, comme avec vous, et voilà, c'est cool. Je fais un peu long, Ouais, tu désolé. t'orientes dans la stratégie. Ce qui est marrant, c'est que là, non, non, c'est super. Là, t'as fait, tu vois, quelques mois d'intervalle avec moi. Tu es devenu tellement expert de ta blessure que le vocabulaire médical, tu es presque en mesure de diagnostiquer maintenant. Et c'est un petit peu tout ce qu'on vit, tu vois. Nous, sur ce podcast, moi, tu vois, j'ai arrêté ma carrière officiellement fin de mon contrat à 31 décembre. Mais en vrai, on sait plus ou moins que depuis octobre, les docs ils m'ont arrêté parce que succession de commotion. Et finalement, comme tu l'as super bien décrit, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on commence un petit peu, c'est quand tu vis la blessure, tu deviens expert de ta blessure et toute la journée, tout le temps, tout le monde te demande comment ça va. Et toi, tu as tendance à expliquer dans les détails. Et une fois que tu annonces que tu arrêtes, plus personne te demande comment ça va. Et il est limite là le soulagement. C'est-à-dire que moi, du jour où j'ai dit que j'arrêtais, on arrêtait de me parler de ma tête. Et on commence à dire, alors je sais pas ce qu'on t'a dit toi, mais est-ce que tu as eu les félicitations pour ta carrière ou les... Et tu sais, qui sont un peu gênants quelque part, parce que qu'est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qui prend sa retraite sur blessure? Hmm. Ouais, il y a ce côté-là. Moi, j'ai quand même été beaucoup plus. En fait, une fois l'annonce, j'ai reçu une tonne de messages. Franchement, j'étais sur Paris, j'étais vraiment très ému. Énormément de messages, beaucoup d'amour. Moi, j'ai fait quoi sur mes 2 années? Donc, j'avais signé 4 ans. J'ai fait 10 matchs à Lens. Mais il faut voir le nombre de messages que j'ai reçus, comme si j'avais donné 5-6 ans de haut niveau ici. Même les Lorientais, Angevin, Troyens. Enfin, j'ai reçu énormément de messages. Donc, j'étais quand même très, très touché par ça. Mais par contre, ouais, toute la période que tu décris, le pendant la blessure, où en fait, ouais, tu dois dissimuler, t'as pas de date de reprise à donner. Moi, ça a été comme ça, c'est que je faisais des programmes, on me disait, bon, la reprise de course, ça va être dans 3 semaines, tu vas faire ça, 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 musculairement pour arriver à cette deadline. Et en fait, tu faisais une semaine, ça prenait pas vraiment le bon process. Et ça partait pas dans le bon sens, donc fallait revoir les objectifs à chaque fois et tu fais 2 pas en avant, un en arrière et les gens te demandent, Jimmy, quand est-ce que tu reviens? Ta blessure, elle est pas claire. Moi, l'algodystrophie, là, c'est un truc neuro. On me l'a diagnostiqué au bout de 5 mois des croisés. J'ai vu un spécialiste, il m'a dit, ouais, t'en as encore pour 6 mois, un an et demi, sans définir clairement quelque chose de concret. C'est un truc, c'est un espèce de, voilà, il y a pas vraiment enfin, déjà, c'est pas très courant.
C'est un peu comme les anciens là qui font de l'arthrose, des choses comme ça. Toi, tu es là, tu te dis, mais Mhm. c'est pas possible, quoi. Toutes les semaines, ton Il genou, n'y a, il pas que les- gonfle. y a pas que les anciens qui font de l'arthrose, hein. On Je te le connaît, dis, hein, on connaît ça, l'arthrose t'inquiète là, pas. dans mes genoux, c'est au genou, hanche, l'arthrose, elle est déjà là. Ah ouais, c'est clair, c'est Après, clair, c'est c'est vrai que clair. c'est Mais, c'est euh, des mais ouais, structures. Mais ouais, vas-y, non, dis-moi. vas-y, finis, Jimmy, vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais juste dire, ouais, c'était vraiment dans une incertitude et de ne pas pouvoir communiquer ça aux gens. Déjà que moi, bon, je sais pas si on aura l'occasion, mais que ce soit, comme tu disais, au vestiaire, avec les gars, ou même dans la vie quotidienne, moi, quand je suis pas sur le terrain, je suis quelqu'un d'autre, hein. Rien que là, en termes d'agréabilité dans la vie, je suis beaucoup plus agréable, je pense, depuis que ça s'est terminé, que toute cette phase-là où ouais, tu peux pas mettre de mots réels sur ce que tu as, sur quand est-ce que ça va arrêter, ton pourcentage d'espoir de reprendre. Donc toi, tu bosses parce que je suis professionnel et que je donne tout, mais ouais, c'était long quand même. Ouais. Non, mais c'est super intéressant parce que tu parlais de messages de bienveillance, tu parlais des angevins ou des lorientais. En fait, je pense, au-delà de la blessure, c'est surtout en fait le joueur qu'ils ont célébré. Parce que moi, le souvenir que j'ai de toi, c'est que tu étais un joueur, tu donnais à 100% en fait. Tu étais super régulier. Avant que tu te blesses, si je me trompe pas, tu jouais tous les matchs. Tu étais super régulier, tu n'avais pas forcément de blessure particulière. Et je pense que c'est ça qu'ils ont voulu mettre en avant. Au-delà du côté un peu désolé des messages, c'est surtout aussi voilà, le joueur qui voulait mettre en avant. Et puis moi, je me rappelle aussi des circonstances quand tu arrives à Lens, tu voulais vraiment y aller. Tu étais vraiment le joueur qui collait, on va dire, à cette identité-là. Donc, je pense que c'est ça. Non, au- là, on met de côté la blessure. C'est ça qu'on veut qu'on retienne de toi, surtout. C'est ça que tu veux qu'on retienne de toi, surtout. C'est ce côté un peu joueur, club, identité club, et qui donnait tout sur son côté droit. Ouais, exactement. Bah, je pense qu'au-delà du beau discours, je pense que c'est vraiment quelque chose qui faisait le footballeur que j'étais. C'est que moi, voilà, quand j'étais Lorientais, je kiffais être très chauvin et taquiner les Brestois. Quand je suis arrivé à Lens, bah forcément, tu fais deux, trois tacles, tu as tout le public avec toi. Moi, j'aime un peu cette chaleur-là, ce côté aussi un peu, ce petit côté spectaculaire. Moi, j'avais une espèce de part d'instinct où là, j'aimais bien dribbler. Ouais. À certaines époques dans ma carrière, des fois ça m'a rendu aussi parfois irrégulier. J'étais très feu follet quand j'ai commencé. Après, j'ai étoffé mon jeu, mais j'ai toujours été un peu ouais, ce genre de rupture, un peu spectaculaire sur certaines actions. Et je pense que chaque public par où je suis passé appréciait ça. J'ai toujours été apprécié partout où je suis passé. Et moi, j'ai toujours essayé aussi d'alimenter cette relation avec les supporters parce que c'est ce qui fait ce qu'on aime dans le football et ça a toujours été fort, peu importe où je suis passé. Donc, ouais, c'est sûr Ouais, que tu me faisais penser à Julie un peu dans le jeu, ouais, non? bah, le profil déjà, ouais. Et puis, ouais, après, j'ai eu tellement de profils différents. Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé ma carrière à 3, je pense que je suis un joueur complètement différent. Je pense qu'il y a certains Ouais. joueurs qui me disaient, je repense là, si Furlan lui avait dit que j'aurais fini piston à être dans les meilleurs stades de duel 1 contre 1 défensif, il m'aurait pas cru, tu vois. Mais je me suis étoffé et puis j'ai changé au fur et à mesure. Mais dans le Ah, fond, c'est ouais. ça, C'est ça. tu vois, on en parle beaucoup. Est-ce que je te coupe, mais c'est super intéressant, c'est pour continuer là-dessus. Tu sais, de savoir s'adapter et de savoir, tu vois, apprendre, désapprendre. On en parle tout le temps dans ce podcast parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui te fait arriver au niveau pro, à une certaine réussite, et ensuite, il y Ouais. a ce qui fait t'y rester. Et souvent, tu es obligé de changer. Et toi, si je me trompe pas, t'as dit dans une interview qu'au début, tu étais un pur dribbleur. Ouais. Ensuite, tu as commencé à développer la science du jeu pour finir en piston et expert du 1 contre 1 défensif, comme tu as dit. Et ça, tu vois, c'est quelque chose, tu le dis, on dirait que c'est super simple. Mais tu as des mecs qui se perdent à justement pas s'adapter et pas se réinventer. Toi, quand est-ce que tu as pris conscience qu'il fallait que, d'une part, tu sais, tu t'adaptes ton jeu à la modernité de ce qui se passe autour de toi, et de deux, est-ce que ça a été facile ou tu as pris quelques baffes dans la gueule? Je pense, ouais, sur le côté un peu plus terrain, déjà, bon, il y a des postes qui ont émergé déjà au fur et à mesure de ma carrière. Je pense que quand j'ai commencé, le poste de piston, c'était pas du tout quelque chose de courant. Après, les coachs ont commencé à l'utiliser de plus en plus et on s'est rendu compte, à l'instar de mecs comme Coman ou d'autres qui sont un peu parfois adaptés à ce poste, il y a des Ouais. offensifs des excentrés qui pouvaient correspondre à ce poste. Moi, quand j'ai commencé, j'étais pur dribbleur, mais vraiment pur dribbleur. À l'époque de 3, je rentrais un quart d'heure, que je driblais. C'est-à-dire qu'il fallait pas me demander de défendre. J'avais une grosse faculté d'élimination.
Et après, je suis arrivé à Lorient, on est descendu en Ligue 2. Donc, c'est aussi en fonction de ton parcours. C'est ça que je veux dire. C'est que je suis descendu en Ligue 2. On avait une équipe qui dominait. Je jouais excentré droit. J'ai commencé un peu avec la maturité à être beaucoup moins ce joueur de rupture, toujours en provocation, mais à être un peu plus un milieu de terrain, à savoir garder la balle. Donc, tu étoffes ton jeu, tu es un peu plus dans un jeu de possession, un peu moins tout le temps percutant. Et ça m'a peut-être aussi déjoué à un moment. C'est-à-dire que j'ai perdu cette flamme de provocateur, de toujours mec un peu toujours être dans le dribble ou faire peur à l'adversaire en ce sens-là. Mais par contre, voilà, être un peu plus consistant, ça m'a rendu aussi un peu plus régulier parce que j'avais des matchs où je pouvais vraiment marquer, éliminer 4-5 joueurs très facilement, mais avoir aussi beaucoup de pertes de balles. Donc j'ai gagné un peu en régularité. Et puis une fois à Angers, j'arrive une année de Covid, une première année qui est presque catastrophique. Donc où je perds tout ça, ce côté un peu déjà sans le public. Moi j'arrive année de Covid, enfin bref, j'ai pas du tout aimé cette année-là. Et puis l'année d'après, t'as Batik qui arrive, qui veut essayer de jouer à 5 avec des pistons. Moi je commence à découvrir ce poste et la première minute où j'ai joué à ce poste, mais il n'y a même pas eu d'adaptation, c'est que j'ai volé dès le début, quoi. C'est-à-dire que les matchs amicaux, ça m'a correspondu parfaitement. Parce que quand vous êtes excentré, qu'on vous demande de défendre, c'est pas le même rôle que quand tu es face au jeu, que tu pars de derrière. Moi, en plus, j'avais quelques lacunes dos au jeu, bien souvent, évidemment, avec mon profil, Ouais. c'était pas dans mes qualités. Donc là, j'avais le jeu de face. Et moi, bah, faire les allers-retours, avoir un gros volume de jeu, partir de derrière, combiner, bah, ça me convenait parfaitement. Et les appréhensions, elles étaient défensives. Et voilà, avec mon intelligence tactique, etc., je me suis habitué à m'aligner, à bien compenser, enfin, à bien faire la rotation quand ça attaque de l'autre côté. Enfin, c'était des placements défensifs qui n'étaient pas du tout en moi, dont j'avais pas l'habitude, mais que j'ai appris à faire et ça s'est super bien passé, même si je l'ai fait très peu de temps. Mais est-ce que tu C'est penses que d'où vient, ma question c'est d'où vient ton QI football? Et déjà, comment tu définis le QI football et d'où vient ton QI football à toi? Je sais pas, je pense. Alors moi personnellement, je pense que ça doit beaucoup jouer des coachs que tu as, des gens que tu rencontres, ta sensibilité au football aussi de manière générale. Je pense il y a des mecs qui ont un talent naturel, qui ont des qualités individuelles très fortes et qui, tactiquement, même s'ils sont très bons sur le terrain parce qu'ils sont très forts par exemple en duel, c'est le cas de pas mal d'excentrés, je pense, de jeunes Français qu'on a beaucoup d'ailleurs comme profil en Ligue 1, qui n'ont pas forcément une culture tactique très forte, mais ils sont très forts individuellement. Le football, ça reste un jeu, donc il y a des mecs, voilà, je veux dire, on a été sélectionnés comme ça. Moi, j'ai été pris parce que j'étais très bon dribbleur en jeune. Ça a marché encore en pro parce que j'avais cette faculté très forte avec de la vitesse. T'arrives en pro, t'as pas forcément une culture tactique très très forte. Et puis tu rencontres un Jean-Marc Furlan qui, dans les codes offensifs, moi, c'est un des meilleurs coachs que j'ai eu. Qui t'apprend à faire un 3 contre 2, un 4 contre 3, tu comprends ça. Bon, ça paraît être des trucs de centre de formation très basiques, mais tu apprends quand même des codes offensifs, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends sur toi aussi, parce que moi en jeune, bah voilà, comme je vous disais, je pouvais dribbler un peu n'importe qui, puis tu arrives en pro avec des Benjamin Nivet, Darbion, tout ça, je savais plus faire une conservation de balle, quoi. Les mecs, ça lâchait, ça allait vite et tout. J'ai l'impression de ne pas être au niveau. Donc j'avais aussi cette exigence de comprendre. J'ai toujours eu ce truc-là de vouloir comprendre. S'il y a un truc dont je suis fier aujourd'hui, c'est d'avoir commencé. On m'a souvent dit, ouais, Jimmy, t'es très petit, physiquement ça va être dur. Et en fait, peu importe où je suis passé, avec le temps, j'ai toujours réussi à hausser mon niveau et à comprendre et à évoluer et à performer, peu importe ce qu'on me demandait. Ouais, c'est ça, c'est un mélange de curiosité avec aussi ce côté aussi, adaptabilité qui a fait que tu as pu prendre ce nouveau rôle du bon bout. Après, plus l'expérience parce que tu commences à prendre du coffre aussi en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc forcément, tu as réussi à prendre cette position du bon bout et ça a marché pour toi. Tu as su te Mais, reconvertir et puis mais avancer, quoi. aussi, aussi, comme on dit, c'est aussi s'inspirer d'exemples. Soit ton coach, soit tu sais, tes leaders, entre guillemets, techniques. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu vois, ton cursus, c'est le centre de formation de 3 et Jean-Marc Furlan comme premier coach pro et Ben Genivet, bon, toi, Steph Darbion et tout, comme un peu tu sais, les garants de la technique et de l'identité jeu troyenne. Moi, c'est pareil 10 ans avant. C'est centre de formation de 3. Bon, nous, on avait un ou deux super formateurs qui étaient déjà avant-gardistes quand il s'agit de tactique. Daniel Zorzetto, je le rappelle encore, mais c'est lui qui a inspiré Francaise. C'est lui qui a donné envie à Francaise d'entraîner. Donc, tu vois, tout arrive. Et ensuite, mon premier entraîneur en pro, c'est Jean-Marc Furlan qui commence
sa carrière et un mec qui explose au début sous Jean-Marc Furlan, c'est Ben Genivet. Donc, c'est vrai qu'effectivement, tu t'inspires pas mal. Moi, je voudrais revenir sur ton parcours à 3 parce qu'il y a un côté que je trouve super intéressant que je ne connais pas, mais je regardais tous les matchs de 3. J'ai toujours suivi 3 de très près, ton club formateur, à part Seb qui s'en bat les couilles de sa Lorraine du FC. Oh, C'est cousin, un tu grand rentres mot, pas comme ça? mais tu vois, toujours beaucoup regardé. Mais toi, ce qui est super intéressant dans ton début de carrière, c'est que tu es plus âgé que Corentin Jean, mais quelque part, tu commences un peu en même temps, voire après lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est un peu en lumière au début. Et vous avez un profil relativement similaire, même si lui jouait plus devant Ouais. et toi plus à droite. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que souvent, on te dit, ah ouais, il y a un profil qui passe tous les 2-3 ans. Vous avez quand même un profil relativement similaire. Tu étais un petit peu dans l'ombre alors que tu étais plus âgé. Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer un peu la dynamique quand tu vois qu'un plus jeune que toi, qui a Mm. des qualités athlétiques plutôt similaires, qui est percutant quand même comme toi, même si exactement dans le jeu, il est un peu plus axial, mais il a joué sur les côtés aussi, je l'ai vu pour le coup. Comment ça se passe dans ta tête, toi? Qu'est-ce qui fait que tu lâches rien et qu'est-ce qui fait qu'au final, tu arrives à en sortir grandi et faire ton bonhomme de chemin et de carrière à toi aussi? Parce que pour beaucoup, il y en a qui vont dire, je suis arrivé en même temps qu'un tel, il était trop fort, j'ai pas pu passer. Ouais, bien sûr. Non, bah, c'est très clair. Corentin, déjà, lui était en avance, je pense. Déjà, clairement. Une maturité dans le jeu que Ouais, c'est très un peu. précoce, hein. C'était un précoce, Ouais, lui. ouais. Mais tu sais, pas dans le talent pur. Tu sais, aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes, quand ils signent à 16, 17 ans, tu dis, bon, lui, il a un talent, il va faire un truc, etc. Coco, désolé, bah, c'est vraiment mon pote, là, pour le coup, mais il avait vraiment une maturité dans le jeu. C'était pas, tu disais pas, ouais, c'est pas du Dembélé, du je sais pas quoi, mais il avait une maturité sur vraiment de la technique pure en contrôle, passe, sécurisation du jeu, possession. Après, forcément, la complémentarité avec Benjamin Nivet était parfaite. Benjamin Nivet qui est un passeur exceptionnel, lui qui faisait des appels de fou furieux à l'époque, énormément de vitesse, efficace devant le but. Donc il a un profil où il est arrivé, il était en U17, il arrivait déjà en pro. Et moi, à côté de ça, alors certes, oui, c'est vrai que c'était la génération d'en dessous, mais moi j'avais un profil voilà, très dribbleur, je faisais beaucoup de différences, je suis pas resté non plus trop longtemps en réserve, mais j'ai dû faire les différences en réserve et en pro avant de jouer plus. J'ai dû aller mettre mes buts en pro, ça a été un peu plus long pour moi, mais j'avais vraiment pas la maturité de Corentin dans le jeu, j'étais beaucoup plus irrégulier, j'avais plus ce truc, voilà, frisson du mec qui est capable de t'amener un truc. Et même à 3 une fois pro, j'avais encore cette étiquette de joker, hein. Jean-Marc Furlan, quand on arrive en Ligue 1, il avait énormément de mal à me faire jouer. D'ailleurs, je joue une fois qu'il est évincé, quoi. Il fait aucune victoire sur l'année en Ligue 1. En novembre, il est viré. On se retrouve avec Michel Padovani, Claude Robin qui reprend l'équipe, donc qui me connaissait du centre. Et en 5 matchs, je mets 4 buts, je pars à Lorient, quoi. Mais même juste avant ça, avant cet hiver-là où je pars à Lorient, 3 mois avant, je joue pas encore, hein. Donc j'étais ce joueur vraiment, voilà, frisson, un peu feu follet, cette étiquette de joker. Et Coco, il était juste beaucoup plus mature avant moi, hein. Aucun problème là-dessus. Pourquoi Lorient, en fait? Pourquoi ce choix de Lorient? C'est parce qu'ils ont fait l'offre en premier, ils ont dégainé, parce que tu pensais que tu allais pouvoir émerger là-bas, à l'image d'un Gamero que je connais très bien, pour la comparaison. Ouais, ouais, bah Lorient déjà, ouais, sur l'identité de jeu, moi j'ai toujours été un peu comme ça. C'est comme quand je signe à 3, quand j'avais 14 ans. Moi je viens d'un petit village de montagne, je connais pas du tout le Ah, monde tu viens de professionnel. Savoie, ça, Savoie? Ouais, de Saint-Jean-de-Maurienne, un village, mais laisse tomber, y a rien autour, t'es Ok, vraiment dans la vallée. ok. Et quand j'arrive déjà au centre de formation, je sors grâce aux sélections régionales, départementales, régionales, et je me retrouve numéro 10, équipe Rhône-Alpes. C'était déjà fou pour moi, les mecs, ils jouaient tous, les mecs de l'OL, Lyon, Saint-Etienne. Moi, je venais de Saint-Étienne, c'est ça. Saint-Jean-de-Maurienne, hein. Je jouais vraiment en district. Donc, faut savoir, il y avait district, promotion de ligue, ligue, Honor League, fédéraux, quoi. Les mecs, ils jouaient Mhm. tous 5 niveaux au-dessus de moi. C'était déjà fou pour moi d'être en équipe Rhône-Alpes. Il Et y avait qui avec toi à l'époque, qu'on connaît? bah, que vous S'il connaissez, y en avait? Génération 94, je suis pas sûr que vous connaissiez grand Il n'y monde, avait hein. pas grand monde. Il y a des mecs qui Benzia, étaient non? Benzia? Kurt Zouma, mais qui Ouais. l'a pas fait parce qu'il était blessé. Donc Kurt Zouma, qui est à Chelsea Benzia? quand même. Non? Qui ça? Ah non, Benzia, il vient pas de Rhône-Alpes à la base, lui, en Il vient jeune. du Nord. Non, lui, il Ah si, vient de, 93. ouais, il vient de Normandie. Il vient du- Ouais, mais il y était pas lui. Mais il y a des Non, il était pas. Mourpaille qui étaient à l'OL à l'époque, mais ils ont pas fait le Ouais, pas trop parcours qu'il percé. faut. Ok. Ouais, il y avait, ouais, ouais. Mais même sur la génération 94 en général, il y a pas trop de mecs. Il y a Rabiot qui était surclassé, que j'ai rejoué après en Gambardella, des mecs comme ça. Mais sur la génération 94, même équipe de France,
Il y avait un petit Abdallah, je sais pas si vous connaissez, qui était très fort à l'Euro U17. Je suis allé à Lorient, je l'ai vu, il était en réserve. Il y avait des Raphaël Calvet, Sébastien Haller. Enfin, ça, c'est les mecs sur la génération Dessert, 94. ouais. Ouais. Mais ça a mis du temps, hein. Il n'y a pas Raphaël beaucoup. Calvé. Ouais, c'est un défenseur central Raphaël d'Auxerre, il me Calvet, semble, hein. ouais, Ouais, exactement. Il est Signé pas à pro à Versailles Auxerre. maintenant? Bah ouais, je pense qu'il est possiblement. en national par là. Il s'était Possiblement. un peu perdu en Angleterre, il jouait pas trop. Je l'avais revu passer aussi un peu à Il Lorient y a en un réserve. Calvé à Versailles, je sais pas si c'est lui. Enfin Ouais. bref, Ça, c'est des mecs, petite ils ont fait parenthèse, ça. full équipe de France toute leur jeunesse. À l'heure, à Ouais. 16 ans, c'était pro. Calvet, à 16 ans, c'était pro. Mais c'est des mecs qui n'ont pas fait des carrières à la hauteur de cette jeunesse. Et du coup, je me perds, je sais plus ce qu'était la question de base. Mais Ouais, désolé, c'est de ma faute, ça. Moi, j'aime bien aussi c'est bon, digresser, hein. je me suis C'est désorienté. quoi, t'as dit quoi, Q? C'est quoi ta question? Non, non, mais on était toujours sur s'offrir la comparaison avec Corentin Jean ou pas, et il Ah oui, disait qu'il Lorient, était Lorient. dans le jeu. Et ensuite, pourquoi C'était le Lorient? choix Tu vois, c'était le tu as choix de toujours Lorient. été attiré par le jeu. Ouais, du coup, ce que je voulais dire, du coup, c'est que quand j'ai signé à 3, j'avais Sochaux, par exemple. Sochaux était en Ligue 1. 3 descendait en National, moi, quand j'arrive. Je sais pas, Quentin, quelle génération t'as fait Si, moi, ma dernière année, je monte de national en Ligue 2 et je Voilà. pars. Bah, moi, ça, j'étais ma première année au centre de formation. Donc, du coup, je te voyais jouer et tout. J'étais dans le stade, là, j'avais 14 ans Ouais, et tout. t'étais les petits dans les tribunes et Non. insultaient. Ah ouais, moi, je peux jouer à leur place, facile, tu vois. C'est grave l'américain, là. Ah ouais, C'est laisse qui, lui? tomber. Ouais, c'est vraiment les anciens, là. Et du coup, tu vois, je fais le choix de 3 parce que j'avais apprécié le cadre, alors que Sochaux, à l'époque, c'était le choix à faire, quoi, par rapport à 3 en tout cas. Mais tu vois, le centre était beaucoup plus sécurisant. Il y avait un peu plus cet esprit chaleureux, familial. Et Lorient, là, pour le coup, pareil, j'ai pas eu tellement d'impact dans cette décision. Daniel Mazzoni, à ce moment-là, a besoin d'argent. Il y a Coco qui avait été vendu à Monaco l'été et prêté. Du coup, on jouait encore sur cette année-là. Il y a Bernardoni qui signe à Bordeaux, qui est un Ok. Dans 97 gardien. l'urgence, en décembre aussi, hein. Ah ouais, bah, il avait besoin d'argent clairement. Et moi pareil, on m'avait fait comprendre que c'était même pas une question de tu restes ou tu restes pas. Voilà, il y avait des offres, fallait en saisir. Et Lorient s'était proposé, ça s'est fait très vite. Il y a pas non plus, je vous dis, ça s'est fait avec beaucoup d'innocence. J'étais très content d'accéder à la Ligue 1, un club qui, bon, maintenant c'est compliqué de le dire, mais un club qui à l'époque n'est pas descendu depuis 10 ans avec voilà le jeu qui Ouais, prenait et tout ça, ça me réconfortait dans ce ouais, choix. Ouais. gros kiff. Ouais, c'est ça. C'était Christian Gourcuff à l'époque. Un Gourcuff, Ah, non? moi je suis Encore ou arrivé, c'était Ripoll? moi j'arrive, c'était Ripoll. Ouais. Ah, Et il c'est Ouais, s'était. c'est ça, mais c'était les vestiges. C'était Ouais. le 4-4-2, c'était ouais. toujours super solide. Ouais, ouais. C'était. Non, non. L'ADN, Nous, gros et, kiff était et toujours là. nous, on descend l'année d'après au barrage contre 3. Ouais, je me rappelle de ce match. C'est terrible. Et avec une équipe, on doit jamais descendre avec une équipe pareille. Mais bon, Mais c'est comme ça. aujourd'hui, toi, quand tu regardes ta carrière, comme tu as dit, voilà, tu fais des choix. Il y a ce choix-là que t'as pas trop le choix. On t'a pas trop laissé, tu vois, le Mm. choix. Mais tu fais ce que j'entends, tu fais des choix un peu, on va dire comme Rick, il aime bien dire, des choix du cœur, des choix un peu de passionné. T'as l'air d'être quelqu'un de très, très passionné. Si tu regardes le petit Jimmy de cette époque-là, si tu dis, bon, vas-y, à l'époque-là, j'ai fait tel choix, j'ai transitionné de position, je suis devenu un piston grâce à mon intelligence de jeu, parce que pour moi, c'est une qualité. Quelle serait aujourd'hui, à l'époque-là, c'était quoi ta plus grande qualité? Si tu te regardes la Jimmy de l'époque, ta plus grande qualité qui En t'a pro. permis de vraiment d'émerger, le dribble peut-être, mais de t'installer, c'est quoi? Ouais, j'ai toujours été au centre de formation dans un premier temps. Je pense que moi, le fait de partir en centre de formation, c'était plus quelque chose de fou que beaucoup d'autres. Tu vois, quand je vois les Parisiens, par exemple, qui faisaient qu'une heure de route, qui rentraient chez eux tous les week-ends, j'ai vite pris la mesure de l'importance de ce qu'était d'être en centre de formation. Ça veut pas dire que si tu passes pas pro, voilà, il y a une vie après ça, mais moi, j'avais cet objectif-là et j'ai vraiment tout fait. J'étais très, très bosseur au centre de formation avec du talent, c'est indéniable, j'en avais certainement plus que d'autres, mais j'étais déjà très bosseur, très exigeant et ça m'a joué aussi, bon, moins terrain, tu vois, si tu me demandais et c'est ce qui m'est venu tout de suite, si je pouvais me parler à moi qui a 18-19 ans aujourd'hui, je me serais dit, relâche en dehors du terrain, relâche un peu mentalement, apprends à vivre différemment en dehors du terrain. Parce que tu es formaté. Alors moi, ça va aussi avec la personnalité que j'ai. Il y en a qui très naturellement. euh, Moi, mon côté compétiteur et exigeant m'a rendu très, limite trop fermé sur le foot.
alors que je suis très ouvert sur plein de sujets, j'ai toujours cherché Mmh. justement, j'ai toujours eu des manques. Par exemple, les gens que j'ai rencontrés pendant ma carrière, ils ont beaucoup été hors foot, par exemple. Ça me saoulait de rencontrer des gens qui étaient tout le temps dans le foot, parler de foot, 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 parce que je l'étais déjà trop dans mon esprit, sur le côté, compétiteur et terrain, en tout cas. Et après, sur le terrain, voilà, je pense que j'aurais pu avoir un meilleur parcours, peut-être un pire. J'ai quand même connu, Lens. Forcément, j'ai eu pas mal de blessures quand même tout au long de ma carrière, mais je peux pas dire, tu manqué de professionnalisme. J'ai toujours eu quand même, ce côté travailleur, sérieux. J'ai passé Et c'est quoi des travailler? On en parlait avec Abdou Baldé. Quand on dit Mmh. travailler, tu vois, avec Abdou, on disait il faut travailler. Mais dans le foot, les gens disent ouais, faut taffer, il faut travailler. Moi, j'aime aller au bout des choses pour que les gens y comprennent. Ça représente quoi travailler? Parce que ça peut être plein de choses. C'est quoi? Jimmy, il bossait, c'était un bosseur. Mais tu bossais sur quoi? Parce que je pense que la manière dont moi je taffais, Ricky, Q, et peut-être la tienne, elle est différente, mais ça reste du travail. Donc, c'est quoi travailler selon toi et comment Jimmy, lui, travaillait? Il travaille toujours, tu vois. Tu tout dit, t'as tout dit. Je pense que en fait, c'est très dépendant du profil que t'as, de ta personnalité. Il y a des mecs qui doivent être beaucoup plus sensibles à la préparation mentale, par exemple, quelque chose qui est sous-coté dans le football, c'est la prépa mentale. Moi, je joue par exemple un peu au poker et ils sont à des millénaires avant nous sur ça. Et par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement, de mon opinion, hein, sous-estimé dans le football pour tout le monde, même quelqu'un qui pense ne pas avoir à travailler. Je pense que voilà. Après, moi, le travail, Toi, t'es mon gars. c'était Toi, juste des t'es mon gars. routines. Avoir ses routines, je pense que tout le monde, tout professionnel de haut niveau doit avoir ses routines de travail. Un Neymar ou un Ronaldinho, si on lui avait demandé de faire 30 minutes d'abdos et de gainage tous les matins, il aurait peut-être pas été aussi bon, tu vois. Je pense que chacun doit avoir sa sensibilité sur qu'est-ce qui va lui apporter. Et du coup, voilà, sur ta question de base, le travail, il peut être sur différents axes. Moi, c'était mes routines, c'est-à-dire que voilà, je faisais mes abdos, mon gainage après ma séance, je faisais mes petites routines, genoux, chevilles, etc. Mais parce que j'ai eu besoin plus que les autres aussi. Je suis pas parti avec un physique plus costaud que d'autres. Je parle surtout sur le bas du corps. Moi, j'ai des articulations très fragiles. J'ai fait énormément d'entorses tout le centre de formation. J'ai fait enfin, Mmh. même des genoux après. Enfin bref, j'avais un travail beaucoup plus important à faire que d'autres. Mais je pense que tout le monde a quelque chose à travailler. C'est ça. Savoir identifier. Eh, Ouais, voilà. moi, 2 secondes avant qu'on continue un petit peu sur le côté technique et tout, je trouve que c'est important quand tu dis relâche sur le football. C'était que tu étais tellement intense dans le football, c'est-à-dire que tu pensais football, tu allais te coucher tôt, tu faisais attention à ce que tu mangeais, du coup, tu étais devenu super rigide. C'est ça quand tu dis relâcher sur le football? Ouais, après, moi, mon problème, je le connais très bien. Je pense que j'ai eu pas mal de problèmes sur les à côté. Genre, et pas dans le sens, le gars pas sérieux, sur la gestion, sur l'hygiène de vie, et cetera, mais c'est plus une approche mentale où ouais, quand je suis arrivé en pro, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais pas bon sur une conservation de balle, mais moi, fallait pas me parler jusqu'à l'entraînement du lendemain. Mais vraiment abusé, Quentin. C'est-à-dire que vraiment fallait et j'ai pas eu, tu sais moi à part mon agent que j'ai eu très tôt et j'ai toujours une très grande relation avec lui, j'ai pas eu un entourage très football ou des gens avec qui forcément discuter. Et puis tu sais, tu grandis Mmh. en centre de formation. Moi, j'étais d'un petit village de Savoie. Moi, je vous dis, j'étais un sauvage, hein. Moi, Quentin, tu me parlais à 18 ans, mais c'était très très dur d'accès. Fallait fallait vraiment creuser pendant longtemps pour que donc voilà, tu vois, Cécile Travers, je sais pas si tu l'as connue, qui était la femme de Jean-Marc Furlan. Très bien. Nous, les jeunes, on devait aller la voir, par exemple, pour la préparation mentale. Et elle m'a sensibilisé à la lecture. Moi, c'est quelque chose, par exemple, le développement personnel, de manière générale, qui m'a énormément apporté. Mais moi, avec la personnalité que j'avais, la vie que j'ai eue et l'entourage que j'avais, c'est pas forcément ce que d'autres ont besoin. Mais moi, ouais, j'avais pas mal de choses comme ça à bosser où j'avais des exigences, j'étais exigeant avec moi-même, ça m'a beaucoup apporté, mais ça m'a peut-être aussi fait défaut sur d'autres trucs, comme tous les excès. Voilà, il y a des mecs qui ont énormément de talent, du coup, ils vont se reposer sur leurs acquis, mais ça va leur donner quand même des facilités à se faire voir. Voilà, toujours une question de curseur. Bah, tout dépend du moment auquel tu utilises ce truc. Trop de quelque chose, ça peut t'amener là-bas, mais la même chose, ça peut te desservir. Et est-ce que, franchement, c'est une question qui m'est venue à l'esprit, parce que tu parles beaucoup de ça, t'en parles sans en parler directement. Est-ce que tu as eu le syndrome du petit? Du? Le truc, parce que je suis petit, déjà, je suis le syndrome du petit dans le sens,
en anglais, on a des short man syndrome. C'est-à-dire que plus tu es petit, plus tu as besoin. C'est un vrai syndrome officiel, genre. Non, mais quand je dis Je syndrome. crois que c'était une expression que tu as C'est- sortie comme ça, ton chapeau. Quoi. Non, mais c'est un truc. Non, c'est hyper utilisé ici, the little man syndrome. C'est Ouais. t'es encore plus fort, encore plus intense dans tout ce que tu fais. Tu fais parce que tu es plus petit et que tu as besoin d'être beaucoup plus entendu. Parce qu'en fait, comme tu es Ok, petit, tu d'accord. prends moins de place. Et en fait, souvent, inconsciemment, les gens, c'est pas qu'ils te négligent, mais même dans le foot, on le voit, on a vu avec Overstep. tu vois, t'en fais plus, tu es beaucoup plus intensif. Par exemple, tu dribbles, tu es Ah ouais, petit. je vois. Physiquement, tu peux pas trop bouger les gens. Donc, il va falloir que tu excelles et que tu te fasses voir, que tu te fasses entendre. Quand tu vois des petits chiens qui aboient beaucoup, là, Tu vois, là, quand tu me sors cette définition-là, Ouais. là, j'ai clairement en tête Valbuena. mais oui, Tu vois mais c'est pour ça que je te Sans, dis. tu vois, sans tailler, sans rien, Non, mais non, Valbuena, c'est vraiment ce qu'il était. Mais Tu sais, sentais qu'il avait une rage, une volonté de montrer plus ce qu'il était. Tu sais, un jour, Valbuena, Tu pour te vois, dire, après c'est tu me parce dis, qu'il toi, était petit qu'il avait t'as cette parlé de image. ça, t'as parlé de ça, Jimmy. Non, Excuse-moi. pas parce qu'il était petit, mais je pense que ça peut. En fait, de l'inconscient, tu sais, quand les gens qui prennent beaucoup de place, qui sont grands, costauds, les plus physiques, on lui dit souvent les plus physiques, ah, on voit ses qualités physiques. Quand je t'entends parler et tu dis, voilà, j'avais pas non plus un physique qui me permettait on va dire, d'être le premier ou d'être le plus vu, je demande vraiment si c'est une question que je pose vraiment, si dans ton inconscient, tu vois, t'avais pas ce truc. Ludo Bragnac, on en a parlé à Ludo quand je l'ai vu au centre, Ah, Metz, ouais. il l'a dit quand on l'a eu, que parce qu'il n'était pas non plus plus costaud, tu vois, il fallait qu'il ait une grande gueule. Il Fallait qu'il fallait développe une il fallait personnalité, qu'il ouais. développe une personnalité beaucoup plus présente pour compenser un peu. Est-ce que, Ok. je vois que tu n'as pas beaucoup réfléchi, je suis content. Est-ce que toi, tu penses que ça a joué? Non, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'employais l'aspect physique parce que voilà, déjà, rien que quand tu vois ma carrière comme elle s'arrête, évidemment que tu te dis, bah, physiquement, moi, il y a certaines choses, mais encore une fois, ça rejoint aussi l'évolution de mon poste. Si j'avais su peut-être que je défendrais beaucoup plus, il a fallu que je sois fort dans les duels. Et moi, j'ai toujours eu cette âme de guerrier, tu vois. C'était en moi et c'est ce qui a fait que j'ai peut-être bien su m'adapter défensivement en piston. C'est qu'aller au charbon, même si j'ai un peu ce profil d'attaquant de base, moi je kiffais ça. Je kiffais ça. Tu viens en un contre un, je défends, je kiffe aussi, tu vois. Autant que d'attaquer peut-être. Enfin, j'ai appris en tout cas à aimer autant le faire. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans le profil de l'attaquant. Mais je crois pas avoir grandi qu'un truc. On me l'a dit quand je suis arrivé au centre. On m'a dit, Jimmy, t'es très petit, va falloir que tu vois, va falloir progresser, etc. Prendre le temps. Mais en fait, j'ai tellement réussi à faire la différence dès le début. J'ai tout de suite vu que j'étais capable de faire des différences. Du coup, j'ai pas grandi avec ce truc. Ah, je suis petit, donc ça va être plus dur. En plus, moi, j'ai grandi un peu avec toute la génération espagnole qui émerge. Les petits profils commencent à être beaucoup plus Mhm. appréciés. À 3, il y a toujours eu cette culture du jeu. Donc, je sentais que, tu vois, Coco, 17 ans, pareil, petit, machin, c'était plus un problème, tu vois. Mais, par contre, ouais, il fallait avoir des qualités très fortes. C'est clair que tu pouvais pas t'en sortir en étant petit, un peu lent et bête dans le QI foot. Tu vois. C'est clair qu'il fallait d'autres compensations, mais j'ai pas l'impression d'avoir grandi avec D'où les Jimmy, qualités techniques. Jimmy, dis-leur, il faisait de l'athlétisme à Metz. Nous, à 3, c'était ballon. Nous, c'était pas, tu sais, c'était pas Non, à Metz, il faisait de l'athlétisme. Dis-leur, Ouais. nous, ballon, football, moi, tranquille. moi, Je C'est moi, comprends. c'est plus pour ça t'étais qu'on a grand, plus je me sorti, disais tu vas être que dans la merde. que des grands joueurs à Metz. Et c'est pour ça que vous battiez personne à 3 aussi. Mais c'est pour ça qu'à 3, vous Ouais, étiez à éclatés. Strasbourg, tu crois que vous avez battu qui, frère? Ah, ça, chaque fois que vous venez à 3, on vous tapez Franchement, quand t'as un j'ai arrête. jamais eu un match aussi facile que d'aller jouer au Stade de l'Eau, d'aller jouer à 3. C'était tellement simple. Écoute cette anecdote. Strasbourg devait faire la finale de Gambard U18, dernier match de championnat. Ils viennent jouer Ouais. chez nous. Écoute, leur gardien Mehdi, là, il se fait expulser. Les gens, même nous, on part dire à l'arbitre, hey, ils ont une finale de Gambard. L'expulse pas, mais lui, juste un jaune. Je te promets. Franchement, on me frappait tout le temps avec Strasbourg. Ça, Mais, c'est pas ma génération, ça. ouais, c'est la Ouais, génération qui allait en finale de Gambard, sorry. Ils l'ont gagné d'ailleurs génération. ou non? Ils l'ont gagné, ouais. Les 88, ils l'ont gagné. Les 84, ils ont fait la C'est les finale. 84, ça. C'est pas les 84, tu parles des plus grands, toi. Ah Moi, oui, je parle des plus grands. Je parle des plus grands. Ah, mais tu vois, parce qu'en fait, là, ici, c'est l'Est, tu vois, attends, 2 finales de Gambard, hein. Voilà. Juste pour te mettre le contexte. 2 finales de ouais. Gambard. 3, ils ont gagné quoi? C'est les 99 qui ont gagné, Brahim Bemo et tout. Hein. Ils ont gagné Ah, j'avoue. récemment. Ouais. Très récemment.
Mais Les ce qui est bien 92 avec avec Djibril 3, c'est que Cissé vous et gagnez les Denis. trucs chez les jeunes. Nous, à Metz, ils créent des champions. En fait, tu vois, il y a des Bayor, les Pjanic, tu vois, tout cela là, tu vois, vous avez créé. C'est bien de faire Pjanic, hein, parce que sinon, c'est les académies en Afrique qui créent des champions. Ils arrivent. Ça fait partie du FC Metz, Génération Foot. Eh, Metz, il partait à la sauce, frère. Metz, il partait au sous-sol, mon gars, là. Il ramenait les mecs de Dakar direct. Merci Olivier Perrin. Hein. Ouais. Merci Olivier Perrin. Parce Ouais, que merci, c'est merci, Génération merci à nos Foot. frères. Merci à nos frères Galset. Exactement. Non, après, Donc, t'avais des messins aussi, quand même. non, t'avais des messins. T'avais des messins. Franchement, T'avais des messins. Ludo Bragnac, quand même, et tu vois, il a gagné la Gambardella et tout. Donc, et il a fait cette carrière en pro. Donc voilà. Mais Jimmy, blague à part, revenons au sujet un peu plus sérieux. On parle de travail. Comment tu travailles ta technique? Parce que je sais que la technique, c'est un truc. Chez nous, on vient de l'INF Clairefontaine. Ça veut dire que on a fait des podcasts, on en parle tout le temps. La technique pour nous, c'est, je sais pas comment dire, c'est la quintessence. C'est quoi c'est pour nous la technique, c'est tout, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais que toi, j'ai entendu mes oreilles ont fait un peu, j'ai entendu que il y a eu des petits débats sur la technique. Mais pour toi, quelle est l'importance de la technique et comment tu travailles cette technique? Est-ce que toi, tu te considères comme un joueur technique? Alors moi, le débat, c'était sur l'évolution de la technique à travers les années. Donc ça, c'est un autre débat pour revenir. J'avais réagi à un podcast de Robert Pires. Bon, on pourra parler après. Après, la technique, bah, quand tu arrives au centre, moi, je suis arrivé au centre, par exemple, techniquement, j'étais supérieur parce que je pense que... Alors, j'ai pas grandi en banlieue ou voilà, ou dans un contexte plus ou moins particulier, mais je saignais le football. C'est-à-dire que moi, de 4 ans à 15 ans, il y a, je sortais des cours, à la récréation, je jouais au foot, j'ai fumé les city stades comme jamais. Donc techniquement, déjà, il y a ce truc-là. J'en parle parce que quand tu regardes aujourd'hui les plus gros talents, voilà, ça sort de banlieue, c'est des mecs qui ont énormément joué, soit en city, soit dans la rue, soit dans des contextes où vraiment ils ont saigné le football. Et je pense que voilà, ça se voit dans les profils qui arrivent et qui ont plus de talent, on va dire, que la moyenne. Donc ça, c'est pour l'aspect purement instinctif et un peu inné, je trouve, qui sort pas non plus de nulle part, quoi. Je suis pas sûr que tu naisses avec des passements de jambes un peu rapides dans tes gènes. Mais tu as une sensibilisation déjà au contre-pied, à ce genre de choses, je trouve, qui est instinctive et qui se développe déjà dans un certain contexte, pour moi. Et après, bah, la technique, je sais pas, faudrait, je pense que ce serait dur scientifiquement à jauger à quel point c'est inné ou pas, mais en tout cas, oui, ça se travaille sur le contrôle passe, sur la manière de t'orienter, sur comment, selon ton profil, gagner du temps sur l'adversaire, savoir identifier à qui faire tel ou tel crochet, le timing de la passe, la qualité de passe, ça c'est des choses qui se travaillent un peu plus de manière répétitive en centre de formation, je pense. Et après, voilà, quand tu arrives en pro, Ouais. je pense que tes grosses qualités, tu les as déjà. Je pense. Mais après, ça, je pense, même pas besoin d'être scientifique, hein. Je pense que nous, on l'a très bien expérimenté à Clairefontaine. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est le fait de le travailler, le fait de le faire au quotidien et d'avoir cette volonté aussi d'implémenter ça. Nous, on a eu la chance d'avoir des super formateurs et qu'on a grandi aussi dans une période où la technique était vraiment privilégiée. Parce que, Ouais, mais pour faire l'avocat du diable, pour beaucoup, la technique, c'est le dribble. Tu comprends? Pour beaucoup, un joueur c'est pour technique, c'est un cela, dribbleur. j'allais Alors en que, parler. alors que, tu vois, et puis c'est vrai que c'était super intéressant, et c'est là où, tu vois, ton passage, il m'a régalé, que toi, surtout, en plus de ta génération, Jimmy, où c'est un petit peu, j'ai l'impression que ça en parle un petit peu moins. Tu vois, la qualité de passe, la qualité de contrôle, la vision, comment utiliser. Tu vois, comme moi, je t'ai entendu parler de ça, que ce soit sur RMC ou quand tu parlais de ton profil de passionné. Ensuite, quand on t'a demandé dans le sujet, mais tu sais, délicat, de comparer des générations avec ce qui se faisait avant et ce qui se faisait maintenant. Eh ben, moi, ce qui m'a plu, c'est que tu l'as tenté le truc, tu vois, tu l'as tenté l'explication. Quand, franchement, comme tu as dit Ricky, même les scientifiques, c'est difficile à expliquer. Mais maintenant, la technique, est-ce que maintenant c'est le dribble ou est-ce que maintenant c'est le bon contrôle, la bonne passe, la vision, l'utilisation de ce que tu as vu pour exécuter? Parce que maintenant, il faut se dire la vérité. Cristiano, quand il a commencé, les gens disaient qu'il était super technique, mais il faisait des passements de jambes devant personne sur le côté et il en est devenu à oublier toute cette
technique de dribble pour devenir un tueur à gages, mais avec une technique exceptionnelle qui était Ouais, juste la assassine. finition et qui était, lui, c'est la métamorphose la plus folle du monde du foot. Et à côté de ça, tu as des mecs, pour moi, et je le dis, je le répète, Busquets, pour moi, s'il veut, il dribble tout le monde dans une équipe. Sauf qu'il l'utilise une fois sur 10 pour t'envoyer dans le là quand tu crois qu'il va aller dans le si, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il utilise sa technique à bon escient et pas par le dribble. Mais s'il voulait, il voudrait dribbler un joueur qui, pour moi, est similaire à bien des égards et qui utilisait beaucoup plus sa technique, et des fois trop, c'était Verratti. Enfin, sa technique de dribble. C'est-à-dire que Verratti, des fois, juste pour aller régaler, quand il n'y avait pas lieu d'être, il allait tenter un dribble un peu fou, un truc. Et c'est là où, Jimmy, tu vois, toi, sur ce sujet-là, tu vois, c'est quoi le changement pour toi dans le profil de joueur entre le moment où tu as commencé et on a eu tu vois, des Benjnivet et tout, et maintenant où, tu vois, tu as des chevaux. Tu as des chevaux, mais qui n'utilisent pas nécessairement vachement leur tête. C'est Fabregas qui le dit super bien. Je ne sais pas si je l'ai partagé avec vous, les gars, dans une vidéo de 7 minutes où il dit maintenant, les joueurs sont robotisés. Maintenant, on te dit quoi faire. Et si le plan de jeu change, ça se tourne vers le banc pour dire, et on en parle souvent ici, coach, c'est quoi la solution? Monsieur Cabot. Alors, ma théorie là-dessus, et il y en a pas mal. Il a dit. Alors, Déjà, c'est très compliqué pour donner le cadre, pas qu'on me rattaque sur le conflit générationnel. J'adore nos anciens, j'adore les joueurs d'aujourd'hui, mais il y a des explications. Avec ça, on peut pas juste dire, selon moi, hein, c'est mon opinion, et encore une fois, c'est un débat très complexe. Je peux très bien changer d'avis, et je dis ce que je pense. Aujourd'hui, comme tu le dis, Quentin, l'évolution du football, déjà tactique, c'est-à-dire le moins d'espace que tu as, le fait que tous les joueurs aillent beaucoup plus vite, soient beaucoup plus physiques, et une palette plus large, que tous les joueurs de manière générale soient complets, peu importe les postes, déjà, ça stéréotype le jeu. Parce que tu as des profils qui ressortent moins. Pourquoi? Parce qu'un Benjamin Nivet aujourd'hui, et moi je le cite Benjamin Nivet dans les joueurs les plus techniques avec qui j'ai joué, et il y a des joueurs qui sont beaucoup plus rayonnants, là si je parle de, je sais pas, d'un Seko Fofana ou de Loïs Openda, aujourd'hui ils paraissent plus techniques qu'un Benjamin Nivet. Donc je te dis bien, ce profil de 10 à l'ancienne, pourquoi il n'existe plus? Pas parce que les joueurs sont moins techniques aujourd'hui, selon moi. Benjamin Nivet, il faut l'avoir sa technique, et elle est exceptionnelle, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi? Parce que On l'a vu. le football aujourd'hui, le football optimal, ne se fait pas avec ce genre de joueurs. Et c'est moins attractif. Et donc là, on a un problème avec l'attractivité et on juge que les joueurs, de manière générale, sont moins techniques. Et donc, c'est avec ça que j'ai un problème. C'est que il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, l'image du footballeur, elle est faussée, elle est beaucoup moins légendaire qu'à l'époque. Et il y a plein de choses qui l'expliquent, mais c'est pas nécessairement que le mec est moins technique. C'est que l'évolution du football demande aujourd'hui que le ballon aille vite, que les mecs aient un jeu un peu plus stéréotypé parce qu'il faut aller vite de droite à gauche. Si tu mets un Pep Guardiola 2.0 aujourd'hui dans le foot, bah ouais, le ballon il va vite, il n'y a plus ce mec qui prend poitrine, qui a 3 secondes pour orienter la balle, qui va faire une transversale Tony de Kroos, il 50 a pris mètres. sa retraite. Comment? En fait, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là, pour faire avancer, même pas le débat, la discussion, parce qu'on discute entre nous, c'est que la chose la plus difficile, je pense que c'est définir ce que c'est en fait la technique. Parce que ce soit une technique en mouvement, c'est quoi la technique? Mais il l'a dit, vous l'avez tous dit, même les scientifiques. Et en fait, je pense que tant qu'on n'arrivera pas à mettre des mots, nous, en fait, à une époque, à notre époque, on savait que notre technique, c'était. Moi, je vois, tu parlais tout à l'heure un Tony Kroos. Enfin, je donne Tony Kroos, où ce genre de technique pure, le contrôle, là. En fait, le contrôle qui te permet de faire ce que les autres font en 3 touches de balle. Toi, en 4, toi, tu le fais en 2. Parce que tu as la bonne touche de balle, le bon contrôle et la passe, tu vois, qui te permet, tu tends le pied et la passe, elle est tendue. Pour moi, ça, c'est la technique. En fait, voilà. En fait, il y a pas qu'une seule technique. Il n'y a pas qu'une seule. Il y a plusieurs sortes de techniques. C'est pour cela, c'est dur. Des fois, il faut on se mélange. Et c'est pour ça, quand Jimmy parle, forcément, ça crée des tensions et vice-versa. On a du mal à se mettre d'accord. Parce qu'il y a plusieurs sortes de techniques. Moi, je peux comprendre Jimmy quand il dit que aujourd'hui, le jeu, enfin, le football aujourd'hui est fait de telle manière qu'il y a moins d'expression pour les joueurs créatifs.
C'est pas la même chose. Et les joueurs créatifs, c'est ceux qui arrivent à se repérer dans l'espace, ceux qui arrivent à faire briller les autres, ceux qui arrivent à rendre le football ce côté, on va dire, spectaculaire. Par exemple, un joueur comme Riquelme, c'était un joueur super technique. C'était un joueur qui pouvait te faire gagner des matchs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il pourrait pas jouer parce que c'est un joueur qui jouait arrêté. Et aujourd'hui, tu ne peux plus avoir des joueurs arrêtés. Regarde, et je vous pose la question, Jimmy, Ricky, Q, est-ce qu'un joueur, comme tu dis, créatif, est forcément un joueur technique? Tu peux créer, Voilà. je pense que tu peux créer des situations sans être technique. Parce que tu as une technique de vitesse, mais on se comprend dans le mot technique, tu vois. Tu peux créer des situations. Sans être dribbleur. Sans être dribbleur. Je vais te dire, Bah, imagine. Pirlo était un mec créatif de fou. Ah ouais, complètement. Vas-y. Ce que je vais te dire, c'est par exemple, je te prends un exemple d'un mec comme Machado. Tu vois qui c'est Machado, qui est piston à Lens, piston gauche. Il a un profil très Ouais, des Verts Machado. Ouais. voilà, costaud, carré. Tu vas pas forcément voir une technique particulière. C'est pas le mec le plus fin, tu vois, à côté d'un Frankowski. Frankowski, tu vas dire putain, mais il a une vraie technique, il est plus fin, qualité de centre. Et Machado, il va paraître pour un bourrin comme ça, de manière si on fait une image de caricature, c'est pas un bourrin. Mais au bout d'un moment, Ouais. quand tu sais que tu as le profil de Machado et qu'avec ton QI foot, tu es capable de bouffer ton latéral en poussant sur 20 mètres. Et ben si tu as 8 situations sur 10 où tu es capable de le faire, bah tu vas pousser sur 20 mètres. Parce que tu sais que tu vas faire des différences dans le football actuel Ça. en faisant ça. Donc, en fait, le fait qu'ils mettent moins de technique en valeur pour faire ça, on va l'associer comme un joueur qui n'est pas technique. Et pourquoi? Mbappé, il a commencé sa carrière, il éliminait qui il voulait. En Ligue 1, il éliminait qui il voulait. C'était le meilleur dribbleur de Ligue 1. J'ai vu faire des trucs. C'était au-dessus du lot. Aujourd'hui, il fait un peu plus de chichi sur place parce qu'il y a 3 joueurs devant lui et il lâche. Et on va dire, mais Mbappé, c'est pas un dribbleur pur. Aujourd'hui, ça va commencer à dire ça. Ronaldo, Manchester, technique de dribble. Après, la technique, bon, si on revient sur le sujet, je vais dire après ce que je pense de la technique. Mais Ronaldo, par exemple, c'était un dribbleur de ouf à Manchester. Manchester 2008, Prime, dribbleur exceptionnel, dépassement de jambes, des trucs, mais il éliminait aussi. Hein. C'était pas que du chichi. Il Oui. éliminait, il marquait des buts. Après, il a compris, il s'est dit, attends, je veux être le meilleur joueur de tous les temps. L'autre à côté, il met 40 buts tous les ans, le Messi. Il faut que je rende efficace mon jeu. Donc il a commencé à être un vrai. Bon, il mettait déjà des buts, mais il a commencé à faire un peu moins de chichi, à adapter son jeu et à être un vrai buteur. Donc il frappait beaucoup plus de loin, il était beaucoup plus dans la surface, etc. Est-ce que ça fait de lui un moins bon dribbleur? Non, il a compris que l'évolution du football, dans cette évolution du football, il fallait qu'il adapte son profil pour être le plus efficace possible et mettre le plus de buts. Ça ne fait pas de lui un moins bon dribbleur. Et ce que je reproche aux deux générations, c'est qu'aujourd'hui, le summum, l'optimisation du football fait que ça met moins en valeur une certaine technique. Ça met moins en valeur les profils comme Benjamin Nivet, comme Zinedine Zidane, etc. Ce qui fait que les jeunes pros aujourd'hui, ils s'adaptent à ce qu'on leur dise aussi. Ça ne fait pas d'eux des joueurs moins techniques, c'est ce qu'on leur a Bien dit. sûr. Lâche plus vite, parce qu'on est tous physiques, on va tous vite, on va tous. Donc tout paraît plus stéréotypé. Mais si on avait mis ces mecs-là dans les années 90, avec ce qui était demandé, on aurait vu beaucoup plus leur technique ressentir. Et à l'inverse, si on avait mis les mecs hyper techniques, les joueurs à l'instinct qu'on kiffe tous, où on est un peu tous nostalgiques de certains joueurs à l'ancienne, si on les avait mis dans le football d'aujourd'hui, avec l'intensité que ça demande, comment leur technique serait ressortie? Bah, je suis pas sûr qu'on en aurait fait les mêmes joueurs, d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est beaucoup lié au respect des consignes. En fait, on l'a dit, les coachs aujourd'hui, c'est le respect des consignes qui fait. En fait, tout ça là, parce qu'on va avancer, c'est le respect le respect ou l'application de la consigne, parce que c'est tout un écosystème. C'est le fait que voilà, t'es dans une génération aujourd'hui où tu veux jouer, parce que fin des fins, faut pas se mentir. Le joueur, il veut jouer, il veut performer, et il y a un certain nombre de prérogatives qui va, à un moment donné, je pense, éteindre parce que tu vas écouter, éteindre cette technique, cette créativité. Et je pense que c'est sur ça, en fait, que les gens, il faut qu'ils s'accordent, plus que essayer de s'opposer par rapport à des générations. C'est parce que quand on parle de temps, on parle de ce qui est demandé aujourd'hui et comment la pression, parce que fin des fins, aujourd'hui, il y a plus d'oseille dans le foot qu'avant. Donc, qui dit plus d'oseille, dit que si tu veux gagner ton oseille, il faut que tu puisses appliquer ce qu'on te dit. Sinon, tu vas sortir du cadre. Et si tu sors du cadre, tu ne gagnes pas ton Ouais, il y oseille. a une dimension collective Il y a une qui dimension, rentre tu en vois, ligne de il y a compte, tout ça, quoi. plus qu'avant.
Ah, mais ça tombe dans le football de courant. Et moi, c'est la partie qui m'énerve un peu. Et vous l'avez en fait évoqué quelque part, c'est on est tombé dans un football de coach et dans un football de courant. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux jouer au Red Bull, Leipzig, Salzbourg, machin, en fait, c'est ton GPS qui va faire que tu vas être recruté avant toute autre chose. C'est la répétition des efforts, des sprints à haute intensité. Et c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, parce que Jimmy, pour moi, tu as hyper raison sur le foot de haut niveau. Mais donc, du coup, dans ce foot de haut niveau, effectivement, ça a fait la disparition des numéros 10 et presque des numéros 9. On en parle souvent. C'est ma théorie. Moi, j'aime bien penser le foot comme ça. Mais maintenant, avec les ailiers inversés, et est-ce que toi-même, à un moment donné, ça n'a même pas eu des conséquences sur toi, à savoir, tu étais plus trop le profil d'ailier. Donc, du coup, tu es passé piston. Que maintenant, les ailiers, à proprement dit, c'est que des ailiers inversés. On en parlait avec Robert Pires, qui était sur notre épisode. Ça a été le premier vraiment officiellement, enfin, à date, ailier inversé. Ensuite, tu as eu Ribéry, Robben, qui ont, pour toute une génération, ça a formaté un style de joueur. Et maintenant, les ailiers inversés top niveau, j'ai aucun problème avec eux. Mais les ailiers inversés tout bidon, là, qui ont 5 buts, 5 passes D en 38 titularisations, en fait, je veux plus vous voir. Pourquoi? Parce que vous avez fait disparaître les 10 créatifs, un peu qui font jouer tout le monde, qui pensent pas qu'à stater, et vous avez fait disparaître les 9 qui mettent 25 buts. Maintenant, le 9, c'est un défenseur central qui fait des appels et qui ouvre l'espace pour le mec qui rentre ou qui combine avec le mec pour lui remettre en une touche. Il n'y a plus d'ailier centreur non plus. Il n'y a plus de centreur. Maintenant, c'est les pistons qui centrent. Maintenant, c'est les latéraux à qui on demandait de plus défendre. Ouais. À l'inverse, tes latéraux à l'époque de Robert Pires, à l'inverse, tes latéraux, ils bougeaient pas. On leur demandait de défendre. Ils n'avaient pas du tout l'utilisation des couloirs qu'on a maintenant. Et du coup, c'est ça qui fait aussi que tu perds de ça. Les numéros 9 aujourd'hui, les profils un peu lourds, qui globalement, sont très forts dans la surface, mais qui peuvent pas faire du pressing pendant 10 minutes, bah, ils vont se faire bouffer par d'autres. Parce que défensivement, ils ne te servent pas non plus et que c'est important. Non, mais le football était différent. C'est là où je t'entends, mais il y a quand même à l'époque les Roberto Carlos, les Cafu, les Lizarazu. C'est-à-dire que quand tu montais bien, tu le faisais parce que c'était une expertise. Maintenant, je trouve, comme tu dis, au haut niveau, c'est validé ce que tu dis, mais dès que tu descends un tout petit peu, tu vois des joueurs très moyens offensivement et très moyens défensivement prendre le couloir. Et donc, ils défendent à moitié parce que une chose est certaine, c'est que maintenant, les défenseurs, ils reculent vachement. Tu sais, ils affrontent plus beaucoup en duel, en 1 contre 1, surtout dans une défense à 4, tu vois. Et là, c'est les centraux, j'en veux pour preuve. Moi, la stat criminelle par excellence, c'est quand ils ont dit Van Dijk, il n'a pas perdu un duel depuis 1 an. Ok. Et ensuite, ils ont sorti la stat, il a gagné 90 duels de suite. Je suis pas un mathématicien, mais un défenseur central qui rentre dans 3 duels par match, c'est pas vraiment un défenseur central. C'est un libéraux de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un mec qui potentiellement te soulage énormément ta défense. Donc du coup, par la narrative, par les stats, par comme tu disais, Seb, les joueurs veulent jouer. Les joueurs veulent jouer. Donc du coup, tu écoutes les consignes du coach. Et si ton coach à Red Bull ou à Liverpool sous Klopp, il te dit tu es en marquage ou Sampaoli, tu es en marquage individuel sur tout le terrain, Bielsa, tu suis ton joueur jusqu'à la mort, tu vas le faire parce que si tu le fais pas, tu sors. On en parlait avec Alex Salva qui est dans le staff de Deserbi. Deserbi, il a une vision du jeu. Si tu déroges un tout petit peu, mec, tu sors. Tu sors. Donc moi, je comprends. Mais maintenant, moi, ma question pour toi, Jimmy, c'est en tant que joueur très récent et qui a vu ce changement, comment en tant que joueur, tu le vois, ce football de courant et pas trop ce football qui est fait pour les joueurs? J'en veux par là, je veux dire par là, à partir du moment où tu n'es plus dans l'intensité, tu n'existes plus. Et du coup, à 30, 31 ans, c'est un peu un trait sur le football de plus haut niveau et maintenant, on va survivre ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que cette vision pour toi, elle est claire? Est-ce que c'est un truc que tu ressens globalement dans, tu sais, à partir du moment où tu es plus athlétique et capable de redoubler d'efforts, ah, vas-y, c'est fini pour toi. Et donc, du coup, avec une date de péremption beaucoup plus tôt. Ah, moi, je te rejoins, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça perd de son charme. Ça perd de son charme, ça perd de son attractivité pour le téléspectateur ou pour le mec qui va voir un match. Mais la réalité, c'est que la progression du foot demande ça. Comme tu le dis, aujourd'hui, il y a des coachs qui tactiquement ont répondu aux problèmes du football. Moi, quand j'étais piston à Angers, ça n'avait rien à voir avec être piston à Lens. Piston à Lens, tu as tes 3 centraux derrière, ils sont capables de garder en 1 pour 1. Si t'es pas capable, ta tactique, bah, tu subis. À Angers, on mettait un buste et tous derrière, il fallait tenir 70 minutes.
Tu arrives à Lens, au haut niveau, si en 1 contre 1, tu pas les facultés de vitesse, de puissance, le QI football pour, bah, voilà, tu adaptes ton jeu. Moi, je suis arrivé, toute technique que j'ai, quand je suis arrivé en pro, moi, j'étais vraiment l'image de ce mec à l'instinct qui va tenter des dribbles, tenter des choses. Mais quand tu arrives en pro, on te dit lâche ta balle. Euh, quand je suis arrivé à Lorient, on dit Jimmy, il faut que tu reviennes défendre. Voilà, il faut t'étoffer, il faut développer des trucs que tu n'as pas. Et aujourd'hui, tous les joueurs sont capables de savoir défendre, de savoir attaquer. À l'époque, nos numéros 10, Quentin, c'était les meilleurs joueurs de l'équipe. Quand tu avais un numéro 10 dans l'équipe avant, c'était ton joueur. Ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, on empale les mecs. Aujourd'hui, tu as des top joueurs dans des Mm. clubs. Ils sont tous foutus dans le même club. City, ils ont 3 remplaçants qui sont les meilleurs joueurs du monde. Enfin, c'est plus très actuel ce que je dis, mais sur les 4-5 années qui ont passé. Et On voilà, s'entend. Ouais. On a compris le concept. Ouais. il y a plein de choses qui perdent de leur charme. Si tu Et avais Jimmy, laissé. dis-moi. Ah, vas-y, vas-y. Non, 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 tranquille, je comprends. Ce que j'aime beaucoup, moi, tu m'intéresses, j'aime ton cerveau, j'aime comment. Aujourd'hui, où est-ce que tu aurais, idéalement, quand tu rêves, tu fermes tes yeux ou tu fermais tes yeux, Jimmy, il se voyait jouer où? C'était où le club Barcelone. de rêve de Jimmy? Barcelone. Ok, ok, Amen. Là, t'as répondu moi, je suis, très très rapidement. ouais, moi, je suis pro Barça. Barcelone sur Guardiola ou Barcelone Avant, autre? Ronaldinho en premier, avant tout. Ok. Barça de Moi, Ronaldinho. Barça de j'ai aimé le Ronaldinho. foot avec Ronaldinho en premier. Ouais. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, allez, on est un peu fou, on se dit, c'est qu'on a tous des rêves, on est tous un peu, on est tous à la retraite, on a tous une introspection, un recul sur notre carrière. Qu'est-ce qui fait que Jimmy Cabot, au-delà des blessures, il n'est pas parti de la France et il a pas testé l'aventure à l'étranger dans un de ses clubs espagnols? Euh, c'est des histoires de contexte. Ça aurait pu arriver. J'en avais parlé là récemment. À la fin de mon contrat à Lorient, je devais aller à Bristol. Finalement, eux, après le Covid, ils avaient repris la saison. Il a fait 6 défaites de suite. Il a été viré. Moi, j'ai toujours été friand de vouloir découvrir autre chose. Après Angers, je commençais à sonder le marché espagnol. Puis il y a Lens qui s'est proposé. Je venais de me blesser, donc pas forcément le bon moment de partir. Et puis Lens, pour moi, c'était infusable. Sur mes années à Lorient, j'avais une opportunité à Denver. J'avais mangé avec le coach de Denver aux États-Unis, là, qui était venu. Il avait de la famille en Bretagne. J'avais Robin marqué. Fraser Ouais, avec yes. Robin. Ouais. Eh, Et j'avais. tu sais, quand t'as dit ça. Non, mais attends. J'ai retrouvé le texto de Robin, qui était mon ancien coach adjoint à Toronto, qui m'avait parlé de toi. Il m'avait Ouais. parlé de toi, il m'a demandé qu'est-ce que tu penses de Jimmy. Eh, j'ai ressorti le texto, je te l'enverrai en off. Parce que j'avais dit, je pense que si tu as mangé avec lui, c'est qu'il a, tu sais, j'avais dit Ouais. des bonnes choses. Il Mais est venu. marrant, Il tu est. vois, parce que quand je t'ai entendu le mentionner dans une autre. Ouais. Ah, il est Il est venu venu, pour. t'as dit, en Bretagne. Il est venu pour Lorient-Auxerre. Donc Furlan était à Auxerre et je marque 1-0 et on mange après ensemble. Et puis finalement, moi, j'avais pas envie. Enfin, j'avais quand même un peu. Les États-Unis, c'était un peu à ce moment-là, c'était un peu tôt pour moi. J'avais quand même envie de voir ce que je C'est pouvais tôt, donner ouais. en Europe. Mhm. Donc voilà, mais franchement, ça aurait pu se faire. Juste une question de timing, tu vois, les blessures au mauvais moment ou une histoire de contrat. J'aurais vraiment pu aller à l'étranger à n'importe quand. Ok. Si aujourd'hui tu devais, allez, 2 regrets. Si tu as des regrets et une chose que tu dis, j'ai super bien fait. 2 regrets, une chose que tu as super bien faite. Ce serait quoi? Euh, bon, je vais pas faire la phrase classique, pas de regrets. Franchement, honnêtement, ma carrière, elle Ouais, s'il aurait te pu être. plaît. Non, mais juste ma carrière, elle aurait pu être pire. Et tu vois, finalement, quand je vois que, tu sais, quand je vois ma première année à Angers, je me serais dit, bah voilà, je vais faire 2, 3 clubs maintien, puis je vais aller à l'étranger. Puis finalement, je découvre Lens, tu vois, même après une blessure, j'ai pu jouer à Bollaert, c'était exceptionnel. Donc ouais, le regret, tu vois, le regret, c'est de pas avoir été assez bon physiquement pour aller au bout de cette carrière. Je me dis, putain, si j'avais fait 1 an pleine bourre à Lens, quelles opportunités j'aurais pu avoir derrière. Vu comme j'avais commencé en Ouais. étant déjà un peu blessé et tout, je me dis, putain, après, tu peux pas faire d'hypothèse, tu vois, de ce que tu aurais pu donner, mais là, à Bollaert, avec ce public, avec mon tempérament et tout, ça aurait pu vraiment faire des choses folles. Et j'aurais pu peut-être encore franchir les caps, ce que j'ai toujours fait. Donc ça, c'est mon gros regret. J'aurais pu aussi, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus jeune, mieux appréhender mon contexte de manière générale.
Ouais, avoir une approche du football, enfin savoir faire la part des choses entre ta vie quotidienne et le football. Tu vois? Beaucoup plus tôt avoir, cette ouverture d'esprit et puis voilà et puis très content de l'exigence que j'ai eue au long de ma carrière, de jamais rien avoir lâché, d'avoir réussi à franchir les caps, peu importe, les clubs et d'avoir connu, le très haut niveau. Je suis très fier de ça. Et c'est quoi la suite pour Jimmy Cabot maintenant? Maintenant que tu es retraité, tu fais partie de la famille des retraités, c'est quoi la suite? Moi, je suis à fond dans les symptômes là, du coup, j'ai pris un coup sur la tête, non, non, mais voilà, je passe un master là en management. Je passe un master en T'inquiète, ça ne durera pas management. longtemps. Ouais, non, franchement, ça va, je suis très Ça va le faire, enthousiaste. t'inquiète pas, ça va le faire. Ouais, je suis très enthousiaste pour la suite. Je vais me diplômer, enfin, je vais essayer de passer des diplômes, de développer un peu mon expertise dans le football. Et puis après, pourquoi pas, franchement, j'aime bien la relation avec les médias, là, par exemple, mais c'est très, voilà, faut voir un peu les opportunités. Mais en tout cas, je veux rester dans le football, puis on verra les opportunités que j'ai. Franchement, j'ai pas de vision claire aujourd'hui, j'essaie de l'affiner, et puis on verra ce qui se passe. En tout cas, merci, hein, Jimmy. En tout cas, c'était vraiment sympa de ta part. C'était cool et on l'a pas précisé, mais Jimmy, c'est le premier invité qu'on connaissait pas avant l'émission, avant l'épisode. C'est Que trop bien. habituellement, on a des, voilà, des connaissances, des personnes qu'on connaît, des amis, des proches. Ouais, Mais là, c'est vraiment tes tout premiers voilà, qu'on connaissait pas spécialement avant l'épisode. Et franchement, super sympa d'avoir échangé avec toi. On n'a pas assez creusé hein, le côté un peu technique, mais je ouais, pense qu'on on fera au on le plaisir. refera, peut-être un de ces quatre, mais en tout cas, c'était cool de te connaître et en tout cas, on te souhaite une bonne continuation pour la suite. Et puis après, que ce soit pour les médias ou pour l'après-carrière, nous, on est là, hein, s'il y a besoin de quoi que ce soit, Moi, 2 secondes avant qu'on on est clôture, ensemble. j'aurais voulu que tu nous décrives 2 secondes, tu vois, pour les auditeurs parce que, tu vois, par exemple, aux États-Unis, c'est complètement différent. Aux États-Unis, je suis à la retraite, mon contrat s'est arrêté le 31 décembre, il y a 0 revenu. Il y a pas de chômage, il y a Ouais, potentiellement une indemnisation de fin de carrière, mais tu peux que, la mettre en place 1 an après l'accident de travail en question. Donc moi, je suis dans l'expectative par rapport à la loi américaine. En France, comment ça se passe? Tu peux nous expliquer brièvement? Là, du coup, ton contrat est terminé avec Lens. J'imagine qu'il y a un côté assurance perso et après, il y a le chômage, c'est ça? ouais, c'est ça. Bah, d'un point de vue contractuel, avec Lens, c'est pas forcément différent. Moi, en fait, vu que c'est une perte de licence, donc une incapacité, c'était pas une fin de contrat, tu vois, c'est une incapacité physique à pouvoir continuer. Ouais. Donc, ils étaient obligés de me proposer quelque chose de professionnel. Dans un premier temps, là après il y a de la paperasse à faire et puis ouais, moi surtout c'est l'indemnisation, c'est avec l'assurance quoi, avec l'UNFP en France, où tu as vraiment tu as un pécule déjà, tu dois connaître, qui est fait au fur et à mesure des années avec une épargne qui nous est faite dans des cas comme ça, ou même ceux qui vont au bout de leur carrière d'ailleurs. Et puis là, dans mon cas particulier où moi j'ai un arrêt de carrière soudain à cause de mon physique, bah j'ai une indemnisation liée à mon assurance, ouais. Donc voilà, pas de problème de ce côté-là. Et là, après, chômage classique, hein, je Ok, m'occupe. c'est ok, parce que pour tous nos mêmes footballeurs qui nous écoutent, s'assurer personnellement, c'est hyper important parce qu'au bout de 6 mois, à partir de 6 mois d'arrêt, tu n'es plus payé par le club, mais tu es payé par ton assurance, c'est bien ça? 3 Ouais, mois, 3 mois en France, ouais. 90 jours, ouais. Ouais. Ouais, 90 jours en France, c'est ça, ouais. 3 mois, ouais. Et Donc j'avais oublié ça. moi franchement, ouais, c'est ce qu'on dit, c'est que nous, par exemple, l'UNFP, là, Europe Sport Assure, c'est super cher, hein, quand tu vois ça. Après, c'est toujours à l'échelle de ton salaire, donc voilà, il y a pas à se plaindre. Mais quand tu vois des fois les montants, si t'es jamais blessé, tu jamais de graves blessures, tu dis toute l'année: «Putain, ce que j'ai lâché», mais bon, c'est comme toute assurance. Et moi, dans mon cas, là, quand tu as fait, sur les 3 dernières années, 2 années et demie, arrêté, croyez-moi que j'ai beaucoup j'ai énormément rentabilisé ça et j'étais très, très content de les avoir et je pense que ouais, c'est indispensable pour n'importe quel joueur. La prévoyance, Ouais, c'est important de sensibiliser parce que c'est vrai. pour tous les gens qui terminent leur carrière, on a souvent dit tu la choisis pas ou quoi, mais quand c'est médical, et c'est vous dire encore qu'on est bien, bien, bien loti en France. Aux États-Unis, je peux te dire qu'on te serre la main le 31 décembre, même pas, et puis c'est salam. Et puis le chômage quoi? J'ai vu ce qu'il fallait pour avoir une indemnisation ridicule. Faut montrer que tu envoies 3 CV par jour dans des compagnies différentes. Enfin, c'est autre chose. Donc, voilà, c'était Ouais, pour, là pour, pour, pour mettre un tout petit peu l'église au milieu du village.
Là, l'UNFP, pour les citer encore un petit peu, honnêtement, même pour l'après, là, ils mettent énormément de formations à disposition. Il y a vraiment un accompagnement qui est fait, même si tu n'as plus de contrat de footballeur. Toutes les histoires de mecs qui jouent plus trop en club pro, etc., ils se battent juridiquement pour les joueurs. Donc ça, ouais, c'est vrai qu'en France, c'est génial. Après, je voudrais pas faire l'avocat du diable, mais je crois qu'Europe Sport Assure, c'est plus du tout l'UNFP et que justement, Ouais, ça c'est s'est deux pas mal entités. scindé. Ouais, Ça a différentes. commencé à être avec un programme de l'UNFP, mais ça serait un autre sujet. Mais je crois que ouais, les Mm. sociétés, les sociétés qui étaient affiliées à l'UNFP, ouais, Je les mais remets ça, ensemble. c'est un autre bob. C'est mon gars, Bob, c'est ici. C'est votre cabinet. Non, mais ouais. Bon, tu fais quoi ce week-end, Jimmy? Ce week-end, Tu fais je quoi ce fais quoi week-end? ce week-end? Rien de bien fameux là. Je vais à un tournoi de poker là à Saint-Amand si tu veux venir. Que je te rase. Ah, tu vas mettre tes lunettes. Tu vas mettre tes lunettes et tout. Tu vas faire, Ah, tu vois. j'en fais pas trop. J'aime bien, j'aime trop. Cette sensation, cette adrénaline à la table, là, je retrouve un peu des trucs du sport de haut niveau, je kiffe trop. Ok. Ok. Tu fais quoi ce week-end, friandise? Moi, ce week-end, retour à la maison, hein, retour sur Paris et retour avec mes petites Versailles. On a un match ce week-end. Donc voilà, la routine se réinstallera dès vendredi. Donc tranquille, mais bon, c'est un plaisir d'être là avec toi sur Londres, hein. Franchement, c'est du kiff. On va laisser en jaillir sur London. Tu vas tranquille. On va manger du Nandos. Tu fais quoi ce week-end à ATL? À Etiel, c'est un beau week-end en perspective. Il y a mes fils qui ont des matchs, matchs samedi et dimanche pour mon petit qui joue à l'académie. Et le dimanche soir, c'est Super Bowl. Et là, je suis invité par des Américains, tu vois, en Géorgie, qui est un des bastions du foot US. Donc là, je suis invité chez l'habitant, entre guillemets, dans une de ces grosses parties, tu sais, watch party, tu vois, Attends, mais c'est Atlanta, ils sont en finale là. Non, 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 Eagles, Atlanta, c'est où Eagles? Philadelphie. Ah, Philadelphie, Philadelphie Eagles. Ok, ouais, ouais, autant pour c'est moi. le remake d'il y a 2 ans. Là, on est en train Les d'assister à Chiefs. une dynastie et en passant avec toutes ces histoires de trades, d'énormes contrats aux États-Unis et tout. Je pense qu'on est en train d'assister au mec qui livre la plus grosse validation d'un énorme contrat. Faut remettre dans la Ah perspective. ouais. Pat Mahomes, il signe Ah, un Mahomes, contrat énorme il y a 4 ans et il fait 3 finales de Super Bowl et une finale de conférence dans tout ça. Et ça, c'est juste un truc incroyable quand tu vois de l'autre côté, il y a des athlètes qui signent des contrats incroyables en NBA et qui sont blessés les 3 quarts du temps. Là, on est dans un clutch time. Ça va être autant pour le sport que tu kiffes ou pas, mais quand tu es athlète et que tu kiffes la performance, que tu réalises la pression qu'il a et qu'il est en train de décrire son équipe comme une espèce de dynastie, c'est un gros, gros kiff. Donc, ouais, un bon week-end en perspective du côté d'ATL. Ok, hein. Moi, ce week-end, je vais à Sheffield parce que ma fille, elle court les Nationals. Ah ouais, Elle a fait les. c'est le moment. C'est celui-là. T'en Elle- avais parlé il y a 2 semaines. Ouais. c'est le moment, c'est le moment. On va être là samedi, dimanche. J'ai tout annulé. Quoique, je dois rentrer dimanche pour faire parce qu'il y a de la FA Cup. Tu vois, les Spurs, ils sont en FA Cup contre. Si c'est Villa ou je sais plus West Ham. Un des deux, anyway. Et donc, ouais, mais ça va être gros week-end, pression. On croire que c'est moi, à croire que c'est moi qui vais courir. Mais ouais, Nationals, il y a les Heat. Si elle passe les Heat, elle passe en semi-final et demi-finale après la finale. Et toi, c'est national. Donc, 200 mètres. Le papa toxique, frère. Écoute, papa Pas du toxique. tout. C'est moi qui vais courir dimanche. Non, à croire que c'est moi qui vais courir parce qu'il y a la Ah, je pression. rigole, tu je vois. rigole, bien sûr, je Mais sais, je sais. non, à la base, sincèrement, je voulais même pas y aller. Je voulais même pas y aller parce que parce que voilà, c'est souvent Parce que tu lui mets trop on la parle pression. 2 fois plus de moi quand on lui parle d'elle. Non, je lui mets même pas la pression. Elle se met la pression. C'est difficile pour elle de, je sais pas, des fois on lui parle plus de parce que par exemple, tu vois, dernièrement le truc avec Jude Bellingham qui est sorti sur les réseaux, elle laisse tomber. Donc on lui parle plus de moi qu'on lui parle d'elle et elle veut faire son Comment truc. ça, j'ai Bellingham? Ah, quand t'es Parce que avec lui? quand j'ai fait Interview l'interview avec et lui? après on a Ok. parlé en espagnol, etc. Ok. Et tu sais, c'est sur TikTok et des trucs comme ça. Donc je voulais pas y aller parce que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais te laisser tranquille. Moi, je parle même pas. Mais là, je suis obligé quand même, tu vois, Bien sûr. d'aller supporter. Donc ça va être ça mon gros truc T'as du des week-end. enfants, Jimmy? Ouais, j'ai une fille qui a 2 ans et demi. Ouais, elle court pas les marathons, quoi. Ah, ok, nickel. Ah non, Bon, pas c'est encore. non, mais c'est le côté aussi positif. Tu vas profiter un peu de ta fille, Ouais, c'est ça. entre guillemets. Enfin, tu vois, ça, c'est la phrase aussi qu'on te dit quand t'es en fin de carrière. Ouais, Ah, ouais. tu profiteras de tes enfants, tout ça.
Terrible 2, ça. On appelle ça Terrible 2 de Ouais, anglais. les Terrible 2. Ah, Terrible 2. En tout cas, Excusez-moi les Anglais. non, on est des Anglais, mais c'est un En anglais. français, c'est la première adolescence. Ouais, exactement. En tout cas, Jimmy, franchement, merci. Merci pour la force. Merci pour ta pensée. Parce que je t'ai dit au départ, est-ce que tu vis football, tu penses football. Je pense que tu penses Il est football. prêt pour et la ça, télé. c'est bien. Hein? Il est prêt pour la télé. Non, il est prêt pour Il est la prêt télé. pour les médias. Il Non, est prêt pour les médias. Il est prêt pour les médias. Franchement, Jimmy, je te verrais bien RMC. Hein. Moi, je t'inquiète, je te regarde avec Riolo. Là, tu vas le caster là-bas. Là. Non, t'as de la répartie, t'es bien. Et je pense que c'est bien pensé. Et sincèrement, pour finir, on est tous à la retraite. Je pense que tu as fait de la carrière que tu devais faire. Et comme tu as dit, tu es excité. L'après-carrière, si c'est bien pris, bien géré, c'est tout aussi bien. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Envoyez de la force. Voilà, mettez des commentaires. Merci à vous. Allez vous abonner à la vie de Jimmy. Parce qu'il rentre dans la famille BMC. Donc voilà, bienvenue dans la famille. Et merci à Issa. Merci à Mohamed, merci à Louis pour la force donnée comme d'habitude. C'est grande force à vous, on est une famille. Et Jimmy, tu sais, comment on finit dans BMC, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu sais, on a eu notre épisode avec Monsieur Ravio. Monsieur Ravio, c'est notre surveillant, coach des gardiens à l'INF Clairefontaine, le gardien du temple. D'accord, okay. C'est lui qui nous a donné toutes les valeurs, tu vois, on est là, Clairefontaine, mais il nous faisait souvent tourner, tu vois, c'était notre surveillant. Donc, quand on faisait des bêtises, il nous punissait. Si tu avais été à Clairefontaine et tu avais, excuse-moi de te dire ça, appelé un ancien, les vieux cons, comme tu as appelé Robert Pires, il t'aurait dit, Monsieur Jimmy Cabot, basket, Barca, allez hop, vous tournez. Jamais j'ai fait ça. Putain. En tout cas, Monsieur Ravio, il t'aurait dit, Jimmy, tu tournes. À la semaine prochaine, c'était Ballon Main Corps. Beaucoup d'amour, on est ensemble. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravio va dire basket, Barca, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, Ballon Main Corps. Ha, let's go.